Super, maintenant que tout le monde est confortablement installé, je vais bien vouloir vous prier de faire un... Déjà, faites un tonnerre d'acclamation pour vous-même. Faites du bruit pour vous. Faites du bruit pour Expo Favela Innovation. Et enfin, aidez-moi dans un tonnerre d'acclamation pour accueillir mes somptueux panélistes. On va commencer de droite vers la gauche. Vous allez lire avec moi. 3, 2, 1, nous accueillons Brieux Pont sous vos acclamations. Ensuite, il est suivi de Flore Cholet, accompagné de notre très cher chef Hassen. And the last but not least, mais en exclusivité mondiale, Sylvie Auboiron pour vous, chez Expo Favela Innovation. Merci beaucoup. Veuillez vous installer, mes très chers panélistes. Alors, est-ce que tout le monde m'entend correctement avec le micro? On est OK? On va faire le test tout à l'heure avec nos très chaleureux panélistes. Alors, quand on m'a présenté ce thème, moi, je dois vous dire qu'au départ, je ne savais absolument pas quoi penser. C'est pourquoi nous avons ici une experte, que dis-je, une docteure en alimentation et en nutrition sociale. Je vous prie de bien vouloir laisser la parole à ma chère Sylvie, qui va nous expliquer un peu, mais cuisiner durable, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, merci beaucoup Guy. Alors, c'est une question auquel je n'ai pas de réponse parce que cuisiner et durable, c'est deux termes pour lesquels on peut avoir des définitions assez personnelles et différentes. Pour une personne, cuisiner, ça va vouloir dire travailler uniquement des produits bruts. Pour une autre, faire de l'assemblage, c'est-à-dire mettre ensemble des produits qui sont déjà transformés, mais les mettre à cuire, c'est faire de la cuisine. C'est différent de prendre juste un plat tout prêt et le mettre juste à réchauffer. Donc déjà, ça pose une question de qu'est-ce que faire la cuisine veut dire pour les personnes qu'on a en face de nous. Et ensuite, durable, eh bien, même question, je dirais. C'est quoi la durabilité? Est-ce que c'est ne pas gaspiller? Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Mais ça, c'est extrêmement abstrait. Donc, d'une manière concrète, ça veut dire quoi? On peut avoir là aussi beaucoup de définitions d'envies différentes. Est-ce que durable, c'est que environnemental, mais c'est aussi social? Est-ce que ça veut dire aussi que tout le monde puisse manger sainement, quels que soient nos moyens, etc., etc. Donc je n'ai pas de réponse, mais plutôt des questions. Eh bien, on va tous se poser des questions. Merci beaucoup Sylvie pour l'éclairage. Ça me tourne directement forcément vers notre chef. Cuisiner durable, toi qui ouvres plein de restos par-delà le monde, dis-nous en quelques mots ton activité et comment est-ce que tu fais pour t'assurer que l'activité de tes restaurants soit pérenne et durable? Alors déjà, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Chef Hassen, je suis consultant à l'international. J'ai lancé plus de 100 restaurants à travers le monde. Je travaille pour des grands groupes et c'est vrai que la durabilité, elle part sur un large panel. Il faut savoir déjà le produit. Nous, c'est le plus important en tant que cuisinier, c'est le produit. Le produit, d'où il vient, comment il est fait, que ce soit une viande, un poisson, que ce soit un légume, un fruit. Aujourd'hui, on est arrivé sur un terrain où il y a une surconsommation. Totalement. C'est pas très équilibré au niveau mondial, on le sait, mais on va parler des pays occidentaux où il y a une grosse demande, où surtout les gens maintenant mangent beaucoup dehors et plus à la maison. On n'a plus le temps, tout va trop vite, alors on consomme. Et dans cette surconsommation, on a besoin de surproduction. Et dans cette surproduction, on se retrouve des fois à accepter des choses qui ne sont pas acceptables. On l'a vu depuis des années, les OGM, par exemple, qui sont tolérés dans certains pays. On a vu aussi tout ce qui est la terre qui est agressée, qui n'a pas le temps de se régénérer et où on doit faire de la production. Au niveau animal, je vous en parle même pas, avec les différentes normes selon les différents pays ou continents, où on va voir qu'on accepte certaines choses en Australie ou aux États-Unis. Et nous, aujourd'hui, en tant que chef, c'est d'être le plus, on va dire, rationnel et, on va dire, le plus humain et empathique. Parce que moi, aujourd'hui, comme je dis, dans un restaurant que je vais lancer, il faut que mes propres enfants puissent manger. Aujourd'hui, on voit des choses tellement bizarres.
des choses, on en parlait tout à l'heure hein, avec M. Brieux, sur le glutamate de potassium qui aujourd'hui s'est vulgarisé. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de restaurants asiatiques, pas pour cibler hein, cette communauté, mais même des gens de chez moi qui investissent dans ces restaurants, où on a ce fameux sel chinois. Non, mesdames et messieurs, ce sel chinois n'est pas un sel chinois qui vient d'une région vers la Grande Muraille de Chine. Non, c'est un additif. C'est un additif qu'on a créé pour vous rendre addictif. Donc, drogué, accro. Et on trouve beaucoup ça, comme on dit avec M. Brieux, dans le goût de l'umami qu'on va vous vendre, qui est le 5e goût du patrimoine des goûts. Vous connaissez les 4 goûts ou pas? On a le... Attends. Qu'est-ce que c'est les 4 goûts? Si, vous connaissez... Personne n'a jamais entendu parler des 4 goûts? Si, le salé, acide, amer, et maintenant on a depuis 1980 et quelques l'umami, qui est rentré au patrimoine des goûts. Donc on en parle beaucoup en ce moment. Et il y a ces produits-là qui vraiment agressent, rendent malades, qui sont très cancérigènes, et cuisiner durable, c'est aussi avoir une durée de vie plus longtemps pour nos clients, pour nous-mêmes. Merci beaucoup pour cet éclairage et puis pour ce panel de la route des goûts, comme tu viens de nous le dire. Ça me tourne forcément vers Brieux. Secrétaire général de Nutrition for Growth, on vient d'apprendre le gluta quelque chose, les additifs quelque chose. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment ça arrive dans nos assiettes? Pourquoi ça arrive dans nos assiettes? C'est la thèse à laquelle tu dois répondre en moins de 3 minutes. En moins de 3 minutes. Eh ben, c'est un sacré défi. Merci d'abord pour l'invitation. On a accueilli un sommet à Paris fin mars et la France, Paris est devenue un petit peu la capitale mondiale de la nutrition. Tout ça a été organisé par le ministère des Affaires étrangères et en fait, oui, c'était... Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que la diplomatie internationale s'intéresse à la nutrition? Parce qu'en fait, c'est un enjeu, je crois que vous en avez très très bien défini les termes, aussi bien dans leur contour que dans leur application pratique. C'est que, en fait, la malnutrition, non seulement c'est humainement très difficile à supporter, à voir, mais c'est aussi quelque chose qui touche l'ensemble des pays du monde. On a une vieille image de la malnutrition quand on pense à ces pauvres enfants du Biafra dans les années 1970, victimes de la famine. Mais la malnutrition, d'abord, cette forme-là, elle continue. Deuxièmement, la malnutrition, c'est pas seulement la sous-nutrition aiguë, comme on a pu la voir, c'est aussi les carences en micronutriments. C'est 1 femme sur 3 dans le monde qui est touchée par l'anémie. Qu'est-ce que c'est les nutriments? Comment tu dis? Les nutriments, ça va être les oméga 3, les vitamines, le fer. Par exemple, 1 femme sur 3 dans le monde a des carences en fer. Wow. Et donc ça peut provoquer... de l'anémie, par exemple. De l'anémie. Mais on a aussi de plus en plus, un phénomène en grande expansion, le surpoids, l'obésité, qui sont à l'origine de maladies qui sont en pleine en croissance exponentielle. Et puis il y a quelque chose aussi qui apparaît de plus en plus dans nos sociétés très riches, comme ici en France, en Allemagne, au Japon, c'est qu'on a réussi à prolonger l'espérance de vie. Et comment on prolonge l'espérance de vie? On a des personnes âgées qui arrivent à un moment où commencent à perdre l'appétit. Et là, ils ont des carences en micronutriments, justement, et on découvre que entre 2 tiers et 3 quarts des entrées dans des maisons de retraite pour personnes âgées, c'est à cause de la malnutrition de la personne âgée. Donc, en fait, tout ça est tout à fait relié. La malnutrition, c'est pas un problème de pays, c'est plus un problème de classe sociale. En fait, on se rend compte que les personnes qui sont plus vulnérables, qui ont moins de pouvoir d'achat, ou qui sont plus vulnérables, comme les personnes âgées, sont plus exposées à ça. Et ça coûte très, très, très cher à tous les pays du monde, alors que cet argent-là, ils pourraient l'investir dans leur croissance économique et avoir des populations qui soient plus saines, qui apprennent mieux l'école et qui sont moins victimes de maladies. Je prends un dernier exemple. Oui. Quand on mange, par exemple, du poulet qui est plein d'antibiotiques, on mange que du poulet qui est élevé aux antibiotiques, et on va développer ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Et à force de manger des antibiotiques avec son poulet, on va devenir résistant aux antibiotiques. Et quand on tombe malade, on ne guérit pas. Ça ne fera plus rien. Brieux, je pense que ça s'applaudit. Parce que on a... Alors moi, je ne sais pas si vous saviez que les poulets avaient des antibiotiques à l'intérieur. Pour moi, quand je mange du poulet, c'est du poulet. Mais il y a des petites lignes qu'on ne maîtrise pas. En tout cas, merci pour l'éclairage. Tu as parlé d'espérance de vie allongée et je me tourne forcément vers toi, Flore. Cette espérance de vie qui est allongée permet aux gens de travailler plus longtemps. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on mange, l'espérance de vie et la qualité de travail?
Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Merci énormément pour l'invitation. Effectivement, ta question était sur la cuisine durable. Durable, effectivement, ça va être tout au long de la vie et en particulier sur toutes les phases où on travaille. Totalement. Alors, la première chose, cuisiner durable, c'est d'abord durable parce que ça va être lié à l'empreinte environnementale. Et ça va énormément jouer, effectivement, on le disait, sur l'état de santé, par exemple, sur la qualité du bien-être au travail, sur le bien-être de soi, sur sa capacité à se concentrer. On sait que quelqu'un qui arrive, c'est vrai pour les enfants, comme c'est vrai au travail. Totalement. Si vous arrivez le matin au travail en n'ayant pas assez bu, en n'ayant juste pas bu le matin, vous perdez votre capacité de concentration, on estime, entre 20 et 30%. Donc imaginez un enfant qui arrive à l'école qui n'a pas bu un verre d'eau avant d'y aller, c'est beaucoup plus dur la journée. De la même façon pour nous au travail. Ça veut dire que cuisiner, ou en tout cas s'alimenter de façon durable, c'est tout d'abord prendre soin de soi, c'est un enjeu de santé publique, un enjeu de concentration au travail. Ça va être également un enjeu d'empreinte environnementale. En France, par exemple, il y a 22% des émissions de gaz à effet de serre, en France, qui sont liées à tout le secteur de l'agroalimentaire. Donc si on veut améliorer l'empreinte environnementale de notre pays, comme de tous les pays à travers le monde, il y a un énorme enjeu à changer nos pratiques. Wow. Changer les pratiques, on le disait en agriculture, en promouvant des pratiques qui protègent les sols, qui évitent la surconsommation d'intrants, qui va nous permettre, nous, après, en tant que consommateurs, autour d'une table, de bénéficier d'une alimentation avec moindre carbone et plus de nutriments de meilleure qualité. C'est aussi un énorme enjeu social. L'intérêt, et c'est ça où c'est aussi lié au monde du travail, le moment où on mange ensemble, et on y reviendra peut-être d'un point de vue sociologique, c'est un moment de partage. Si vous êtes au travail et que vous prenez le temps de manger, vous allez échanger avec d'autres, vous allez peut-être apprendre des choses que vous ne saviez pas. C'est un moment où on partage des cultures. C'est le moment où on peut partager son histoire personnelle sur le monde du travail. On vient tous avec la petite recette, où on a quelque chose à dire sur l'alimentation, et donc c'est un énorme vecteur d'intégration par l'alimentation. Et puis, dernier point qui est vraiment lié au marché du travail, quand vous promouvez une alimentation saine sur le marché du travail, c'est aussi l'opportunité de faire vivre un secteur, qui est le secteur des restaurants, des hôtels, etc. Et on sait que plus on va encourager les restaurateurs, plus on va aussi soutenir une filière qui va permettre de passer de l'emploi informel à formel pour un certain nombre de restaurants. Et donc, c'est vraiment cuisiner durable, c'est ça. Ça va être la planète, ça va être un bénéfice de santé, un bénéfice pour la planète, un bénéfice d'inclusion de chacune des cultures et de promotion de l'emploi formel d'un certain nombre de personnes dans un certain nombre de territoires en France et ailleurs. C'est incroyable. Merci beaucoup, Fleur. Ça s'applaudit, ça aussi. C'est incroyable. Forcément, je me tourne vers toi, Sylvie. On a besoin de comprendre comment est-ce que la malnutrition arrive dans nos assiettes. Tout à l'heure, Fleur le disait, il y a des enfants qui sembleraient ne pas boire un verre d'eau avant d'aller au travail ou à l'école, ce qui contraint leur capacité de concentration. À quoi c'est dû ? Alors, la malnutrition, enfin la manière dont on mange, elle est liée à beaucoup de choses. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a le contenu de l'assiette. Ça, c'est de ton a parlé jusqu'à présent, et je reviendrai dessus. Mais ensuite, il y a le modèle alimentaire. Ce qu'on appelle le modèle alimentaire, c'est la manière dont on va manger. Et donc, je le redis, c'est pas du tout ce qu'on a dans l'assiette. En France, on a une chance énorme d'avoir un modèle alimentaire qui est bénéfique pour la santé. Et dedans, on met quoi ? Le fait de manger ensemble. Et c'est pour ça que les tickets restaurants, par exemple, sont extrêmement importants, parce que pour les Français, manger avec ses collègues, c'est très, très important. Manger avec sa famille, c'est très important. Et qu'est-ce que ça apporte d'intéressant ? C'est que quand vous mangez avec d'autres personnes, vous avez une régulation des portions qui se fait automatiquement sans que vous y pensiez. Vous allez manger la même portion que les autres. Vous n'allez pas manger la moitié du plat à vous tout seul. Attends, Sylvie, qu'est-ce que tu es en train de nous dire ? Que certains d'entre nous peuvent être des gloutons lorsqu'on mange seul chez nous ? Mais oui, on est tous des gloutons. Dénoncez-vous. Mais on n'a pas les repères. Okay. On n'a pas de repères. Donc on n'arrive pas à s'arrêter, on n'arrive pas à se réguler. Lorsqu'on est seul ou qu'on mange seul, il y a des choses qui se passent et qui dérèglent notre nutrition, c'est ça ? Absolument. Il y a un autre facteur qui est très important, c'est que les Français, c'est les champions du monde du temps passé à table. Attends, qu'est-ce que c'est que cette stat ? Qu'est-ce que ça veut dire ? 2 heures par jour, on passe à
table. Mais les Tout autres font compris. quoi? Bah, ça va être de l'ordre de la demi-heure pour les Américains, par exemple. Pour manger? Oui. Alors, quand on sait que on a des régulations internes de ce qu'on appelle la satiété, c'est-à-dire pour dire notre cerveau va nous dire à un moment, bon, stop, là, t'as assez mangé. Mais pour que ce système se mette en route, il faut du temps. Et il faut au moins 20 minutes. Alors, quand vous passez une demi-heure, tout compris, à manger, vous pensez bien que les 20 minutes par repas, vous les avez jamais. Donc, ces signaux, vous les avez pas. Donc, en France, comme on passe du temps à table, on a plus de chances d'avoir ces signaux. Est-ce que ça veut dire que les gens qui se contentent d'Enca, de Snap, de snack, pardon, est-ce que c'est ça qui fait qu'ils grignotent toute la journée? Potentiellement oui, ça va participer à ça. Et l'autre, troisième point extrêmement important aussi chez les Français, c'est qu'on a une culture de la gastronomie qui va dire que pour nous, ce qui est dans notre assiette va être important. Et ce qui fait beaucoup rire les étrangers, c'est que quand vous êtes avec des Français à table, qu'est-ce qu'ils vont faire, les Français ? Parler nourriture, comparer ce qu'ils ont dans leur assiette avec ce qu'ils avaient mangé une autre fois, ou ça va leur faire penser à une recette. Et qu'est-ce que c'est ça ? C'est quelque part de la pleine conscience. Et on est à ce qu'on fait. Et c'est ce que la science nous dit de faire. Maintenant, les neurosciences sont en train de nous dire « Bravo les Français, vous avez tout juste ». Donc, tout ça pour vous dire que le fait de manger ensemble, c'est extrêmement important au-delà du contenu de l'assiette. Merci. Voilà. Et le contenu de l'assiette, c'est d'autres critères. Merci, c'est juste incroyable. Chef Hassen, forcément, tu prends le micro et tu sais que je vais me tourner vers toi. Là, ma femme, qu'est-ce qu'elle l'aimerait? C'est vrai? Je passe tellement peu de temps en famille. Et c'est vrai, tu sais, moi, ça fait 7 ans que je vis au Maroc, mais avec cette culture française. Voilà, moi j'ai fait les grandes écoles françaises, les grandes maisons françaises, et c'était très important ce qu'elle a dit, tu sais, sur cette enzyme qui s'appelle la cholécystokinine, qui est envoyée justement en message au cerveau. Tu viens de nous envoyer un mot barbare, cholestiki. La cholécystokinine, donc c'est l'enzyme qui est lancée, comme elle disait, qui met 20 minutes avant d'arriver au cerveau, qui te donne l'information de la satiété. C'est pour ça que des fois on est au restaurant, on commande l'entrée, plat, dessert, mais quand ils mettent du temps à ramener le plat, on n'a plus faim. C'est ça. J'ai mangé mon entrée, et c'est pour ça que prendre son temps à manger, comme me disait ma mère et comme nous le disaient beaucoup à l'époque nos parents, c'est très important. Et le moment social, ça aussi c'est durable, parce que ça consolide les couples, ça consolide aussi le rapport avec les enfants. Moi j'ai 7 enfants aujourd'hui, donc quand j'arrive à tous les réunir autour de la table, je pense que c'est des moments monumentaux qu'on marque, et c'est important. Et puis on le voit, vous savez. Et pour rebondir, ce qu'elle a dit madame, excuse-moi, je me souviens plus du prénom. Sylvie, je reviens d'un trip, pas d'un trip, mais de travail, d'1 mois et 5 jours aux États-Unis. Je vous promets que j'ai fini dans ma chambre d'hôtel en semi-dépression. Je ne savais pas où manger aux États-Unis. J'étais ce Français casse-tête qui cassait la tête à tout le monde parce que partout où on allait manger, c'était pas bon. J'arrivais pas. Ce mythe est vrai? On mange vraiment mal c'est vrai. là-bas? Non, ça dépend. Il faut connaître, après, les goûts. Mais sincèrement, c'était très difficile. Quand tu vas dans un hôtel de luxe et que tu lui demandes un pavé de saumon avec une purée simple et que tu vois qu'il te ramène avec tout le beurre cramé qui est cancérigène, qui est pas bon, qui ramène une amertume, tu te dis purée, d'accord, je vais payer $100, mais je vais mal manger. J'ai fini dans ma chambre avec une boîte de thon, avec du pain. J'ai voulu acheter de la vache qui rit, qui vient de Lons-le-Saunier dans le Jura, mais c'était très très cher, alors j'ai évité. Mais c'est très important socialement, sur la durabilité aussi, la façon de manger, c'est très important. Et aussi une chose, le sucre. Parce qu'on parlait tout à l'heure, M. Brieux, de toutes ces maladies. Le sucre, vous savez que dans différents pays, les quotas ne sont pas pareils. En Afrique, on est tué par le sucre. Vous buvez un Coca-Cola, pour ne pas citer les marques, au Maroc, et un Coca-Cola ici ne sera pas pareil. Moi, j'étais fan des petits laits au chocolat, là. Candiop, eh ben, je le bois en France, il n'a pas de goût. Et toutes ces choses-là, il faut savoir, le sel, l'acide citrique, le sucre, sont des exhausteurs de goût. C'est-à-dire, c'est naturellement, on les a naturellement, et pas mauvais pour le corps. Mais aujourd'hui, pour gagner du temps, il faut savoir que tous ces additifs qui étaient dans les produits industriels sont en train de se vulgariser dans nos cuisines. Les sauces, les petits cubors, magie, toutes ces choses-là où on veut gagner du temps pour avoir du goût. C'est des choses qui nous tuent à petit feu et même maintenant en feu de forêt interne.
Donc vraiment, attention à ces choses-là. Merci beaucoup, chef Hassen. Brieux, je suis obligé d'arriver vers toi. Est-ce qu'il faut qu'on arrête d'avoir ce genre d'aliments dans nos cuisines personnelles, mais aussi dans les cuisines professionnelles? Comment ça arrive dans nos assiettes et comment s'en défaire? Bon alors, super question, merci, mais je vais commencer par le film d'horreur, en fait. On a beaucoup parlé des États-Unis, qui sont souvent en pointe, en bien comme en mal, qui nous montrent un petit peu vers où on va, d'accord? Et je vais partager avec vous une anecdote, ou une statistique. C'est que sur le marché immobilier, alors quel rapport entre le marché immobilier et ce débat? Nutrition. Sur le marché immobilier des États-Unis, on commence à voir monter un produit qui est la maison ou l'appartement sans cuisine. Une maison ou un appartement sans cuisine? Sans cuisine. Pourquoi? Parce que on commande. On va commander, il n'y a pas besoin de... Voilà, on va commander son breakfast, on va commander son dîner. Pourquoi avoir une cuisine? Alors c'est vrai que nous, Français, ça nous fait bizarre, parce que bon, c'est pas seulement le repas qui est un moment de convivialité, c'est aussi la préparation du repas, j'y reviendrai. Les États-Unis, encore une fois, je ne vais pas jeter l'amalgame accabler les États-Unis, mais c'est un pays qui a, par exemple, une difficulté pour sa sécurité nationale, parce qu'il y a 80% des jeunes qui sont obèses et qui ne peuvent tout simplement pas faire leur service militaire ou rentrer dans l'armée. Mais comment on en arrive là? Et pourquoi? Parce que c'est des pratiques alimentaires, c'est une façon d'avoir la place du repas qu'on vient d'évoquer culturellement dans le pays. Donc c'est un problème. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le fait d'initier les gens à la préparation du repas, ça peut, dès leur plus jeune âge, ça peut avoir un impact social vraiment important. Par exemple, j'ai voyagé en Amérique centrale, où il y a un taux de violence contre les femmes très très élevé. Eh ben, le fait d'inclure la cuisine dans le cursus d'école primaire, ça fait que les garçons, surtout, ça va valoriser le rôle de leur maman. C'est un secret pour personne que le fardeau alimentaire est plus dans le monde entier porté par les femmes, dans les familles. Et donc, que les garçons participent, soient sensibilisés à la fabrication des repas, ça valorise le rôle de leur maman, de leur grande sœur. Ça permet aussi de les sensibiliser à la lutte contre le gaspillage et à la qualité des aliments. Et encore une fois, ce qu'on a, c'est un problème de classe sociale. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ouais, on peut bien manger, mais si on a de l'argent, comme tu disais, la vache qui rit, ça coûte cher. Les bons produits aux États-Unis, ça coûte cher. Donc vraiment, l'idée, c'est aussi de faire en sorte qu'ils coûtent moins cher, qu'ils soient accessibles, et puis qu'on introduise dans la culture du quotidien le fait que préparer le repas, c'est une activité humaine depuis la nuit des temps et qui ne doit pas nous échapper. Ouais, effectivement, c'était un film d'horreur que tu viens de nous donner là. Flore, avec Edenred, vous avez mis en place les chèques restaurants depuis maintenant pas mal d'années. Pourquoi? Comment? Et comment est-ce que ça contribue à un bien-être social pour tous? Effectivement, donc Edenred, c'est un groupe dont le nom vous parle peut-être pas, mais c'est effectivement le leader mondial, spécialiste en fait des solutions qui vont permettre d'améliorer la vie sur le marché du travail. Concrètement, l'offre la plus connue en France, c'est les tickets restaurants. Les tickets restaurants, ça a été inventé en 1962, wow. Tout simplement parce qu'un restaurateur se disait, je vois les ouvriers dans les usines autour, qui, en fait, mangent sur le pouce ou mangent pas, ils n'ont pas le temps, puis en plein hiver, ils mangent froid, et c'est jamais agréable d'être ouvrier et manger froid en plein hiver. Totalement. Donc il s'est dit, en tant que restaurateur, moi, je vois cette population qui mange froid et de façon pas agréable et toujours le même repas. Et puis moi, je suis restaurateur et je veux créer du trafic dans mon restaurant. Et donc, tout simplement, il se trouve qu'il y avait un cinéma dans le coin. Il est allé acheter d'un cinéma qui était plus ou moins en train de faire faillite. Il est allé racheter les rouleaux de tickets de cinéma. Et il a dit aux ouvriers du coin, en fait, on va créer un système où je te les vends pour moins cher et tu pourras venir de mon restaurant et pour créer du trafic. L'énorme avantage pour les ouvriers, c'était, en fait, sur la pause du déjeuner, sans avoir besoin de rentrer chez toi, de manger ton casse-croûte, tu vas pouvoir manger un repas chaud avec tes collègues près du travail. Et puis pour le restaurateur, c'était l'occasion d'avoir plus de trafic, plus de clientèle dans son restaurant. C'est comme ça qu'a été inventé le ticket restaurant, en l'occurrence en France, en 1962. Et depuis, c'est ça. Le principe du ticket restaurant, c'est exactement ça. C'est d'offrir, au départ, c'était l'accès à un repas chaud.
Et de plus en plus aujourd'hui, ce qu'attendent les gens, c'est j'ai envie de manger quand je suis au travail et j'ai envie d'avoir le choix de ce que je mange. J'ai envie de pouvoir manger chaud et durable. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, en France, par exemple, il n'y a que 27% des gens qui ont accès à des tickets restaurants. Alors, il y en a qui ont des cantines dans leur entreprise, et puis il y en a plein d'autres qui n'ont pas de solution. Et c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir l'opportunité d'avoir un repas chaud, équilibré, et qu'on puisse le partager pour toutes les bonnes raisons qu'on a échangées ici. Donc, c'est une énorme opportunité pour ça. Et puis surtout ça, c'est côté du travailleur qui va pouvoir avoir ce complément de pouvoir d'achat, manger chaud, et c'est un énorme impact social. On estime dans les études que s'il y a 23 salariés en plus dans une entreprise qui ont accès à des tickets restaurants, ça crée un emploi chez les restaurateurs. Ah oui. Pourquoi ? Parce que ça crée du trafic. Il n'y a rien de plus local que manger. Par définition, on va manger à côté de son travail, qu'on soit dans la Creuse ou qu'on soit dans Paris. Donc ça crée des vraies opportunités d'emploi solides et pérennes locales dans les restaurants. Et puis plus il y a de tickets restaurants, plus l'emploi il va être formel aussi. Ça va pas, on va pouvoir régulariser des gens parce que dans les cuisines, ça sera moins du travail masqué. Parce que plus il y a de trafic, plus il va falloir vraiment employer les gens. Donc c'est un impact social extrêmement fort également pour le restaurateur. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Et toi, chef Hassen, dans tes restaurants, est-ce que tu ressens l'impact de ces fameux tickets ? Aujourd'hui, il faut savoir quand on a une population, donc quand on ouvre un restaurant, donc on fait toute une étude sur la zone de chalandise, les différentes sociétés qu'il y aura aux abords, les écoles, etc., etc. Et selon les jours de la semaine, le week-end, on n'aura pas le même type de clients. Mais il y a toujours cette chose-là qui revient. Est-ce que vous prenez tel type de carte ou tel type de chèque restaurant? Et c'est une économie, et nous aujourd'hui, qui est très importante pour le restaurateur. Elle vient de signaler, ça peut créer de l'emploi. Ouais. Ça crée aussi une régularité de gain d'argent pour un restaurateur. Parce que quand une personne arrive à se dégoter 1 ou 2 tickets restaurant parce que mon grand frère ne les a pas consommés et ce week-end me les donne, je crée aussi de l'économie. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, on est dans un métier qui est en crise, où aujourd'hui, moi, je suis triste pour beaucoup de mes compères. Moi, j'arrive à m'en sortir parce que je travaille à l'international et je suis devenu une petite référence. Mais on a beaucoup de chefs aujourd'hui étoilés qui ferment. On a des chefs étoilés qui aujourd'hui sont... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous regardez tous les pubs. Paul Perret, aujourd'hui, qui fait un partenariat avec Burger King. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est dingue. Mais c'est aux antipodes. À l'époque, c'était interdit pour nous, restaurateurs, vrais cuisiniers. Mais aujourd'hui, on arrive à là. Pourquoi ? Il y a cette durabilité dans le côté business économique et aussi cette envie aussi au fast-food de prendre des vrais chefs pour se soucier de ce qu'on va donner aussi aux clients. C'est de l'image, c'est réel, ça a un vrai impact sur la durabilité et la qualité de la nourriture, ou c'est vraiment du business ? Non, c'est du business dans tous les sens, qu'on le veuille ou non, mais c'est du beautiful business aussi. C'est du beau business. Ce business n'est pas que négatif. Ça, c'est un peu français, nous, dans notre mindset. Dès qu'on parle business, on se bloque. Oh non, non, c'est du beau business. C'est bien. Ça va redonner peut-être aussi à nos jeunes l'envie de reprendre les études dans la gastronomie française, qui est un art aujourd'hui où on manque de personnes et où notre art est en train de se mourir. Et voilà. Et autre chose, je voulais signaler, en tant que restaurateur aussi, se poser la question sur tout ce qui est emballage aussi. Ça aussi, oui. Les emballages. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je fais des analyses personnelles. Quand quelqu'un, un peu moins chez nous, parce qu'on fait attention maintenant aujourd'hui dans les types d'emballages, mais ces emballages polystyrène, ces emballages plastiques, les gens ont plus de facilité à les jeter sur le bord de la route. Ah ouais. Là, je reviens, avant-hier, j'étais dans le Jura, en train de rouler dans la route des Lacs. Je regardais, ce que je voyais beaucoup, c'était quoi ? Des canettes, des paquets de chips. On dirait qu'on n'a pas la même conscience que autre chose, et ça, on le jette facilement. Et ça, c'est un impact aussi sur l'environnement qui est très, très, très triste. Comment on résorbe tout ça, Sylvie ? Comment on passe de modèles d'alimentation nauséabonds pour nos corps et délétères pour la nature à quelque chose de plus vertueux ? Alors avant de répondre à cette question, je voudrais revenir et faire un petit commentaire sur le modèle des États-Unis qu'on a pris tout à l'heure. Les pauvres Américains, ils cumulent les problèmes. Certes, ils ne cuisinent plus, mais ils ont un méga problème de portions, et c'est le cas de le dire.
les portions sont beaucoup, beaucoup plus importantes que les nôtres. Ils ont complètement perdu le lien avec justement les besoins de leur corps. Mais aussi, ils ont une sédentarité qui est énorme. Il est impossible quasiment d'aller d'un point A à un point B à pied, même si on en a envie. Parce que vous allez devoir traverser des quatre voies, c'est juste impossible. Donc, et on sait que la sédentarité, elle est tout aussi importante que le contenu qu'on a dans l'assiette. Donc attention à ça, parce que ça aussi en France, ça commence à devenir préoccupant. Donc, ma petite parenthèse est terminée. Et pour revenir à ce que tu dis, en fait, le problème, c'est que ce qu'on fait depuis très longtemps maintenant, c'est ce qu'on appelle des injonctions. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, faites ci, faites ça. Vous allez voir les gens, vous leur demandez qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée. Les 5 fruits et légumes, ils arrivent tout de suite. Tout le monde le sait. Très peu de monde le fait. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ? Et bien, c'est ça qu'il faut aller comprendre. C'est pourquoi. Ça coûte cher. Alors, ça coûte cher pour les populations défavorisées. Ensuite, même si vous avez les moyens, mais que vous n'avez jamais appris à cuisiner, eh ben, qu'est-ce que vous faites ? Ça vous paraît insurmontable de prendre un chou-fleur et d'en faire quelque chose. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est-à-dire quand vous demandez aux gens comme ça, allez, cuisine. Ben, moi, maintenant, je vous donne une clarinette, la partition d'Au clair de la lune, et je dis, ben voilà, demain, tu me joues Au clair de la lune. Mais c'est ça qu'on demande aux gens qui n'ont jamais appris. Donc, et encore, jouer Au clair de la lune avec la clarinette, c'est plus facile, hein, parce qu'il suffit de lire les notes et de savoir à peu près où elle se positionne. Faire à manger, ça veut dire savoir prévoir, faire les courses, stocker, faire la cuisine, anticiper, gérer les stocks. Ouais, la question du stockage des fruits et légumes, des denrées périssables, c'est quelque chose, ouais. Voilà, parce que c'est une denrée périssable. Et vous avez, moi j'ai fait une étude parmi des personnes en précarité alimentaire, ce qu'elles nous disent, que les fruits et légumes sont très chers, on est d'accord là-dessus, mais ils ont un autre problème. C'est l'aliment le plus cher au kilocalorie, c'est-à-dire, parce que ce qui vous nourrit, c'est l'énergie, on a besoin d'énergie. Donc, si vous voulez nourrir une famille et que vous avez peu de moyens, vous n'allez pas la nourrir avec des fruits et légumes, parce qu'ils vont avoir très vite faim. C'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est que c'est périssable et vous ne pouvez pas vous permettre de gâcher. Donc, quand vous êtes une famille qui a des difficultés financières, vous devez jongler avec tout ça. Et encore un point qui se surajoute, moi ce que j'ai observé dans les familles que j'ai rencontrées, c'est qu'ils ont un matériel culinaire qui est complètement vétuste. C'est-à-dire, certes, sur le papier, ils ont tout, ils ont le réfrigérateur, le four, la cuisinière, mais sur la cuisinière, il y a des fois plus que 2 feux qui fonctionnent. Le four, il fonctionne à moitié, c'est-à-dire qu'il va chauffer devant et plus derrière. Et les casseroles sont abîmées, elles attachent, donc tout devient difficile. Beaucoup plus compliqué. Ouais. Beaucoup plus compliqué. Et donc là, on a un chantier qui est absolument terrible. Ça va me tourner vers Brieux. Nutrition for Growth, ok, mais comment est-ce qu'on fait pour apprendre aux gens à cuisiner? Comment est-ce qu'on donne de nouveaux réflexes? Comment est-ce qu'on équipe les gens? Enfin, là, on se rend compte que manger, c'est la base, mais cette base-là, elle demande pas mal de consolidation avant qu'on y arrive. Comment on fait? Oui, alors c'est le grand défi, parce qu'évidemment, il y a des évolutions dans les comportements, dans les habitudes. Il y a aussi des habitudes qui demeurent et qu'il faut essayer de faire évoluer. J'ai été récemment à Madagascar, par exemple, et à Madagascar, il y a un défi énorme, et le gouvernement malgache est vraiment très, très investi. Mais on a par exemple les populations qui vivent sur la côte orientale de Madagascar. Elles sont en indice de famine 5 sur 5. On ne peut pas être plus en famine. Les gens, littéralement, ils grignotent du cactus, des racines. Quand ils ont du riz, c'est la fête. Ils vont faire bouillir de l'écorce d'arbres. Wow. Mais on ne mange pas le poisson. Le poisson, là, on est au bord de la mer. Le poisson, c'est juste tabou.
Mais pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas de poisson? C'est pas religieux, c'est culturel. Il y a des vieilles croyances. Je sais pas, le crabe qui est un animal de la mer et de la terre. Il y a certains pays où on le mange pas parce que c'est un animal qui a des pouvoirs. Enfin, mais l'exemple de Madagascar, il est assez classique. Et donc, comment on va faire pour convaincre une population de se mettre à exploiter cette source de protéines alors qu'ils n'ont pas accès aux protéines. Donc il y a un travail qui doit être fait, qui ne doit pas brutaliser non plus les gens, parce que s'ils ont l'impression qu'on leur impose une coutume alimentaire, évidemment, ça va être tout de suite rejeté. Il y a d'autres communautés dans le monde où on va voir, par exemple, ce sont les femmes qui préparent le repas et les hommes qui le consomment, et les femmes récupèrent les restes. Donc ça, c'est pas non plus possible. Donc, il y a des communautés qui fonctionnent comme ça? Oui, mais alors il faut essayer de voir comment on peut faire pour convaincre que c'est pas la bonne solution. Parce qu'après tout, si c'est que les hommes qui comptent, dans ce cas-là, la future maman qui va avoir un petit garçon, le petit garçon, il va naître en mauvaise santé. Donc c'est aussi une façon aussi d'aborder le sujet. Donc l'évolution des coutumes alimentaires, je vois par exemple dans nos quartiers, où j'évoquais avec une jeune femme tout à l'heure, qui était dans un stand dédié à ce sujet ici. Il disait comment on peut faire pour évoluer dans les quartiers le goût pour le sucre, quoi, qui est vraiment la nicotine du 21e siècle. Quoi. Comment on peut faire pour abaisser ça? On voit par exemple parler de sédentarité. Alors, je disais, le sport, quoi. Le sport dans les quartiers, ça marche. Il y a des gens qui sont des repères sociaux, des grands sportifs. Je pense à Wemby, je pense à Kylian Mbappé qui s'est manifesté aussi contre le fast-food. Ouais, mais là, on a aussi le e-sport qui commence à se développer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire un effort physique, faire du sport. On peut le faire avec son ordinateur. Donc, on a aussi une concurrence, enfin, ou du moins des obstacles à ce niveau-là. Donc, c'est un sujet, c'est l'éducation. L'éducation. Je trouve que la solution qu'avait mis en place, en l'occurrence, le Honduras, c'est bien d'inclure la cuisine dans les cursus scolaires. Et puis voilà, susciter des vocations et ramener la nourriture dans les réflexes du quotidien. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. J'aime bien ce que tu dis de pouvoir ramener des réflexes. Ça va me faire pencher vers Flore et vers Chef Hassen. Je vais commencer avec Flore. Comment est-ce qu'on introduit les bons réflexes alimentaires à ses salariés? J'aime beaucoup cette question. J'ai travaillé il y a quelques années dans l'agroalimentaire plus largement. Et il y a, au début de ce que vous disiez, par exemple, un test qu'on fait faire ou que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est vous allez au marché et puis vous demandez aux enfants, sur les fruits et légumes, combien ils peuvent nommer, combien ils peuvent en nommer. Ah oui. Pour voir en fait ce qu'on appelle le champ lexical agroalimentaire. Okay. Parce que si on donne les choses, si on nomme les choses, elles ont de la valeur. Totalement. Si on les nomme pas, si c'est tabou, celui-là je le connais pas, ça induit un réflexe naturel de j'ai peur de l'autre. Ouais. Et donc, si on apprend à nommer les choses, si on apprend à goûter, c'est quelque chose qu'on apprend assez jeune, parce que le fait de refuser quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est un réflexe naturel. Donc, comment, dès le début, on élargit le champ lexical de l'alimentaire, comment on fait découvrir, et c'est d'autant plus vrai quand on est multiculturel. C'est-à-dire, à la maison, je vais avoir certains fruits et légumes, et puis au marché, je vais en voir d'autres. Et comment j'ose grandir, comment j'ose essayer. Et je pense que de la même façon, dans la vie professionnelle et sur le repas du midi, l'opportunité qu'on peut avoir avec des solutions type ticket restaurant, c'est qu'au-delà de ramener son casse-croûte du midi, oui. Si je ramène mon casse-croûte à midi, en fait, c'est exactement ce que je mange tous les jours. C'est-à-dire, ça va être la même salade, ça va être leur repas d'hier, ça va être très simple. L'opportunité d'aller manger avec d'autres au restaurant, c'est aussi d'élargir le champ lexical à l'âge adulte. Ça va être la préparation du restaurateur. Je connaissais pas cette épice ou je connaissais pas ce mélange. Et donc, de la même façon, il va y avoir de l'inclusion. Je vais découvrir des nouvelles cultures. Je vais élargir mon champ lexical agroalimentaire. Et puis, je vais faire ça avec des collègues. Et on sait l'importance que ça a du temps du repas. C'est ce qu'on disait. Donc, le restaurateur, à ce titre-là, il a un rôle clé. Alors, le fast-food, ça va être en 10 minutes. Mais si c'est un repas un peu plus long où je prends le temps, oui, j'ai l'opportunité de découvrir des nouvelles choses, découvrir des nouvelles personnes, mais aussi découvrir des nouveaux aliments. Et c'est le rôle clé du repas entre collègues sur le moment de la pause déjeuner, par exemple. C'est fabuleux. Préparez-vous, cher public, parce que dans quelques instants, ça va être à votre tour d'interviewer nos panélistes. Il me reste quelques questions à leur poser avant que vous puissiez poser les vôtres. Chef Hassen, on parlait de vocation tout à l'heure avec Brieux. Comment, et tu disais aussi
que l'art culinaire est un art qui dépérit puisqu'il y a de moins en moins de profils qui s'y lancent. Comment est-ce qu'on suscite des vocations ? Tu sais, en écoutant et en participant aussi, ça me donne des réponses et ça me donne... Moi, j'essaie toujours de trouver la solution la plus globale. Et je pense que ce qu'a dit M. Brieux, de rentrer dans les mœurs de nos jeunes dès la plus tendre enfance, la cuisine serait une des meilleures solutions. Pourquoi ? Tu sais, moi, quand je suis posé dans les restaurants que je lance... Donc on parle de restaurants pour certains qui font 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc on parle de centaines et de centaines de personnes qui rentrent par jour consommer. Et à côté, j'ai aussi des restaurants traditionnels, gastronomiques, où j'ai que 2 services de 16 couverts par soir. Où là, oui, on fait du label rouge, on fait de l'organique, de l'agroécologie. Juste avant de continuer sur ça, il y a une chose qu'il faut savoir par rapport à ce tarif qui est élevé. Moi, je fais partie du Harvest Festival. C'est une fondation américaine et suisse qui est au Maroc. Et pendant le Corona, on a fait toute une étude sur la chaîne de montagne du Haut-Atlas. Et tu sais, j'ai appris que si demain, on régénérait, je crois que ça se dit comme ça, je parle mon français, je vais étranger depuis 15 ans, hein, et la terre avec le lombric, donc ce ver, tu sais, quand on était petit, ce ver de terre, qu'on voyait qui rejetait de la terre. Oui. Et ben ça te régénère la terre d'une force. Ah ouais. Si on donnait 2 ans à la terre pour se régénérer en lombric, et ben le coût du bio et de l'organique serait au même prix aujourd'hui que tous les légumes et fruits que tu trouves le plus bas. Mais comment on ferait ? Il faudrait qu'on arrête tout sur Terre pendant 2 ans pour que ces lombrics fassent leur effet ? Il faudrait faire certaines parcelles. Bien sûr, il faudra faire d'énormes efforts. Et là, on va revenir à ce qu'on parlait avant. Donc, j'essaie d'analyser. Pourquoi aujourd'hui, un jeune ou un moins jeune, parce qu'on parlait de cette culture du porn food qui s'est développée, qui est malheureusement arrivée aussi beaucoup en France. Oui. Et avant, on parlait de jeunes. Un jeune, il mange un burger, un tacos. Mais aujourd'hui, on parle de papa, oui, de maman, oui, qui ont baissé la garde et aujourd'hui, ils mangent. Oui. Peut-être c'est sociologique parce qu'ils veulent manger avec leurs enfants aussi. Mais j'ai cherché. Et un jour, j'écoutais la radio et la chute du bio, de l'agroécologie. Vous savez, à un moment donné, il y a eu tous ces gros supermarchés bio, oui, tout le monde. Et ben aujourd'hui, ça représente, je crois, il disait, le mec, c'est pendant 100 de l'agriculture, même pas 0,02% du business aujourd'hui en France. Et je réfléchis, je disais, mais pourquoi ? Vous savez une chose ? Aujourd'hui, manger, le monde va mal. Et manger, c'est devenu un des seuls réconforts, et je pense à une satisfaction psychologique à nos jeunes. Et qu'est-ce qu'ils veulent manger ? Tu mets une tomate à un jeune et tu lui mets un burger. Qu'est-ce qui va le réconforter le plus ? C'est ce burger. Et derrière, il faut savoir qu'on a des investisseurs dans ces business qui ne nous laissent plus le choix. Moi, le premier mot d'ordre aujourd'hui que j'ai des investisseurs, c'est quoi ? Notre population, et c'est là où je rejoins où la vraie solution, je pense, qui va être de rééduquer nos jeunes dans le savoir-faire, c'est, écoute, la main-d'œuvre, elle n'est pas qualifiée, s'il te plaît, simplifie-moi les process. Aux États-Unis, vous savez quoi ? Dans tous les restaurants où j'ai travaillé, ils ne veulent rien cuisiner. Ils veulent que tout arrive fait, surgelé, et on fait de l'assemblage. Ça se fait déjà dans nos brasseries en France. Quand on va chez un des leaders comme Métro, on vend même les îles flottantes congelées, vous vous rendez compte ? On vend des îles flottantes congelées. Et il faut des additifs pour pouvoir faire tenir le blanc d'œuf, sinon il ne tient pas. Et ça, on arrive dans un truc où, pour moi, sincèrement, c'est mon combat. Moi, pour ça, j'ai une structure qui s'appelle Natija, c'est-à-dire le résultat. Ça fait 14 ans que je forme les subsahariens au Maroc et en Algérie. Pourquoi ? J'ai trouvé une chose, c'est que quand ces gens, je les forme, déjà, ils oublient la France, ils oublient l'Occident. Pourquoi ? Ils veulent juste un salaire pour nourrir leur famille au village. On leur redonne une dignité avec la formation. C'est fort. On leur donne un gain économique, donc ils gagnent de l'argent. Et on leur donne des responsabilités. On leur donne surtout une perspective d'avenir. On lutte contre les séparations, contre, je suis un peu cru, mais la prostitution. On lutte aussi contre l'abandon d'enfants avec une chose, la formation. Parce que demain, l'homme, la femme, il a un travail, il job. Et qui n'aime pas la bouffe ? C'est notre première chose. Le matin, elle disait un verre d'eau. La première chose, et c'est devenu tellement banal qu'on s'en soucie même plus.
Et aujourd'hui, il y a cette agression du terrain de consommation où tout le monde est dans la food. Et je pense que pour moi, une des seules solutions, c'est ça. D'instaurer à nos enfants, à notre jeunesse, de rentrer. Et ça me donnera encore plus de jobs, tiens. C'est cool, non? Non, mais moi, ça s'applaudit. Hein. On se rend compte de beaucoup trop de choses. De beaucoup trop de choses qui sont mauvaises. Le public, préparez-vous pour vos questions. C'est bientôt votre tour. Là, c'est imminent. Pour presque clôturer, je me tourne vers toi, Sylvie. On a écouté plein de choses. On a entendu plein de choses. On veut des solutions concrètes. On veut savoir comment former nos jeunes facilement, naturellement, et reprendre le contrôle sur ce qu'on mange, parce que c'est la base. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je ne vais pas être très originale. Je vais dire, comme Brieux et le chef, c'est qu'il faut apprendre à nos enfants à cuisiner. Au moins, avoir de l'éducation alimentaire. Et il y a une étude qui a été faite au début des années 2010 dans les villes d'Angers et de Nantes, où pendant 3 ans, on a alors formé les enfants en leur parlant de fruits et légumes, en parlant en histoire géo, en sciences naturelles. Ils avaient des potagers, des visites au marché. On leur fait dans la cuisine scolaire, ils avaient des ateliers cuisine. Ils apprenaient des choses simples, à faire des purées de légumes, des soupes. Et il y a eu le critère d'évaluation de cette étude, ça a été les choux de Bruxelles et les endives. Donc, on va dire des légumes quand même assez segmentants que les enfants n'apprécient pas très naturellement. Eh bien, entre les écoles qui ont fait le programme et les écoles témoins, il y avait une différence de x4 pour les choux de Bruxelles et x10 sur les endives. Donc, on sait que ça marche en plus. C'est-à-dire, non seulement il faudrait le faire, mais on sait que ça marche. L'autre, ça c'est pour les enfants, c'est-à-dire que je suis complètement d'accord, il faut investir sur les enfants parce que c'est les adultes de demain. Totalement. L'autre intérêt d'investir sur les enfants, c'est que tout ce qu'ils vont apprendre durant leur enfance, à l'adolescence, ils vont faire une croix dessus. Mais c'est normal, à l'adolescence on se construit. J'allais dire, l'adolescence, il faut leur foutre un peu la paix, éviter qu'ils soient trop scotchés devant les écrans, c'est déjà beaucoup. Par contre, dès qu'ils deviennent parents, à l'arrivée du premier enfant, ils vont rechercher tout ce qu'ils ont appris. Exactement. Et donc, ils vont apprendre, ils vont éduquer leurs enfants de la bonne manière en réutilisant tout ce qu'ils ont appris quand ils étaient jeunes. Donc, c'est extrêmement important pour toutes ces raisons. Waouh, merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup. J'ai encore plein de questions que j'aimerais poser, comme mais pourquoi on ne fait pas ce qu'on fait, qu'on sait, pourquoi est-ce qu'on n'investit pas plus massivement? J'imagine qu'il y a un plan derrière et on pourra en reparler si jamais il y a une des questions du public qui se présente là-dessus. Éminent public, c'est votre tour. Alors normalement il y a quelqu'un qui m'aide à faire passer le micro dans le public, mais je vais gérer. Vous êtes là? Super, merci beaucoup. Éminent public, je vais vous laisser quelques instants pour poser vos questions. N'hésitez pas à vous lever, à donner votre prénom, ce que vous faites et poser votre question de manière succincte. C'est OK? Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Bonjour. Assata Doumbia, présidente cofondatrice de l'association Kenesso. Merci. Je suis également diététicienne nutritionniste. Wow. Merci pour ce panel et ces échanges. Je trouve que c'est particulièrement important de parler de ce sujet de l'alimentation durable ici à Expo Favela. Et en ça, alors j'ai pas une question, pardon. C'est plutôt peut-être un partage ou en tout cas. Rapidement, alors pas de souci. Ouais, je vais essayer d'être brève, mais on peut pas parler en tout cas d'alimentation durable à Expo Favela sans parler de nos banlieues. De l'alimentation durable dans nos banlieues. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur le terrain et donc le constat, il est clair. Il est au regard de ce que vous avez dit. L'insécurité alimentaire, elle n'est plus aux États-Unis, à Madagascar. Elle n'est plus que, en tout cas. Elle est aussi dans nos banlieues parce qu'on fait face depuis longtemps et depuis un peu trop longtemps à des inégalités sociales en santé. Ces inégalités sociales en santé, elles sont multifactorielles. On a des taux de diabète qui sont au-dessus de 77%, des taux d'obésité à plus de 15%. C'est des chiffres les plus importants sur le territoire métropolitain. Et ces inégalités de santé, elles sont à corréler
avec les questions de désert alimentaire. On ne peut pas parler d'alimentation durable sans parler justement de cette question des déserts alimentaires, parce que dans nos quartiers, accéder à des aliments frais, de qualité, vous avez parlé de fruits et légumes, c'est plus compliqué, il faut le dire. Il n'y a pas que la question du coût, il y a l'accessibilité aussi parfois géographique. On a fait un travail, mes collègues en tout cas diététiciennes en Seine-Saint-Denis, je vais parler plus de ce territoire parce que je le connais mieux, on fait un travail de géographie alimentaire où ils ont vu que le ratio habitant fast-food est 38% au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de fast-food, et ça, c'est des problématiques de désert alimentaire. Vous avez parlé effectivement aussi de la question de la sédentarité. Sur notre territoire, les indices de marchabilité, la capacité à se déplacer, d'avoir des trottoirs qui ne sont pas défoncés et de se mouvoir sur des mobilités douces facilement, elle n'est pas aussi évidente. Et puis, on a la question aussi environnementale sur notre territoire. Et je pense que ces sujets-là, et ce sujet de l'alimentation durable, il nécessite aussi d'intégrer, et ça fait partie de la définition de l'alimentation durable, la question de la diversité culturelle, de la transculturalité. Parce que dans nos quartiers populaires, à côté de ce constat que j'ai fait, on a aussi, c'est un hub d'innovation, hein, on est dans le futur, dans nos territoires, on a des alimentations traditionnelles qui, en tout cas, sont plutôt favorables à la santé. Et c'est avec l'abandon de ces alimentations traditionnelles, que ce soit d'Afrique ou d'Asie, qui ont beaucoup été stigmatisées, l'abandon en fait de cette richesse culturelle qui, quelque part, nous amène à aller vers plus d'aliments ultra transformés, et donc ces questions d'obésité, de diabète, etc. Et donc moi, j'avais vraiment envie de ramener aussi le sujet sur nos banlieues, parce qu'il y a plein de démarches innovantes. Les gens ont des groupements d'achat en vrac, pour acheter des aliments bio de qualité. Il y a des ateliers cuisine qui sont menés dans les quartiers, dans les maisons de quartier, etc., pour justement travailler sur cette question dont vous avez abordé, de la littératie alimentaire, de connaître d'où viennent les aliments et de pouvoir les cuisiner. On a des sujets aussi autour de jardins, de l'agriculture urbaine, où en Seine-Saint-Denis, quand même, c'est l'un des seuls territoires où on cultive le gombo, ou en tout cas on expérimente la culture du gombo, pour vous dire à quel point, en tout cas, la démarche interculturelle, transculturelle, elle est importante pour justement parler de ce sujet de l'alimentation durable. Donc voilà, c'était juste pour ramener un petit peu le sujet sur nos banlieues, et de dire que c'est important pour nous, en tout cas, de valoriser les alimentations traditionnelles qui sont dans nos banlieues, qui sont très riches. On a plus de 100 nationalités qui sont recensées, et ça, c'est une ressource, je pense, qui peut permettre de travailler justement, c'est une richesse qui peut permettre de travailler sur ces sujets-là, et de, en tout cas, essayer de limiter, de lutter sur les questions d'inégalité sociale en santé. Moi, je Merci demande beaucoup. un tonnerre d'acclamations pour notre 5e panéliste. J'ai envie de me tourner vers Brieux. Parce qu'il y a des questions qu'on ne se pose pas. Et moi, rappelez-moi votre prénom, madame. Assata vient de parler des trottoirs. Alors oui, j'ai l'habitude de voir des trottoirs cassés. Mais je ne m'étais jamais posé la question du lien avec l'alimentation durable. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors il y a des marchés dans les quartiers. Est-ce que ces marchés-là acheminent les bons produits frais, etc. Brieux, on a besoin de ton éclairage. Merci. Effectivement, en fait, quand on me dit, quand je présentais mon sommet sur la nutrition, le sommet qu'on m'a demandé d'organiser sur la nutrition, j'avais quelques collègues, je m'étais senti vraiment vexé qu'un collègue m'a dit « Ah ouais, ton sommet sur les biberons ». Mais en fait, il n'a rien compris. C'est tellement plus large. En fait, nutrition, c'est très mal nommé. C'est très, très large. Quand on travaille sur la supply chain, par exemple, en Afrique de l'Ouest, l'un des grands fléaux, c'est les aflatoxines qui vont contaminer l'arachide, alors que c'est l'un des aliments de base. Qu'est-ce que c'est une aflatoxine? Alors, les aflatoxines, c'est une bactérie qui va faire se développer sur les cacahuètes, hein, les arachides mal stockés, mal stockés, un champignon. Et ce champignon va, alors je parle sous le contrôle du nutritionniste, je dis sans doute des bêtises, mais en gros, ça va provoquer des pathologies chez des millions d'enfants. Et moi, ça me révolte parce que souvent, la cacahuète en question, elle a poussé dans leur pays, elle est traitée à l'étranger, réimportée. Elle coûte trop cher, donc en fait, s'ils veulent s'acheter des cacahuètes, il faut qu'ils aillent au petit marché et qui n'est pas surveillé, etc. Donc oui,
il y a des choses, les réseaux de transport. Si un producteur il n'a pas une route pour amener sa production au marché, eh ben, sur le marché, il y aura des aliments qui viennent de loin et qui sont trop chers. Ça, c'est un exemple rural, mais dans un environnement urbain, c'est des logiques qu'on retrouve aussi. Je voudrais rajouter aussi ma petite parenthèse. La France, elle est présidente avec le Brésil, qui est coordinateur de cet événement, et aussi la Finlande, qui n'est pas organisatrice de cet événement, mais que je cite quand même, d'un truc qui s'appelle la Coalition pour l'alimentation scolaire, qui rassemble plusieurs dizaines de pays dans le monde. Alors c'est bien, l'alimentation scolaire, c'est super important, mais il ne faut pas oublier ce que nous on appelle les 1000 premiers jours. C'est entre le moment de la conception et le 2e anniversaire de l'enfant, parce que là, il se passe énormément de choses. Et qu'une maman, son futur bébé et ensuite l'être humain qui naît, ils ont besoin, pendant cette période, d'une très bonne alimentation. Parce que c'est le moment où le cerveau se développe et où se mettent en place plein de choses dans notre corps qui font que si le cerveau n'est pas bien développé, ça va devenir un enfant qui ne va pas pouvoir bien apprendre. Et donc l'alimentation scolaire, c'est bien qu'elle soit là, mais ça ne va pas faire une grande différence. Je vais donner un chiffre. Quand on regarde les gens qui ont émigré d'Amérique centrale vers les États-Unis, en 75 ans, la population qui est maintenant en Amérique centrale, elle a pris 17 cm de taille en plus par rapport à ceux qui sont restés au pays. Et le corollaire de ça, c'est le retard intellectuel de ceux qui ne sont pas bien alimentés, qui sont restés sur place, par rapport aux gains enregistrés, aux gains de capacité intellectuelle de ceux qui... C'est pas parce qu'ils sont allés aux États-Unis, c'est qu'ils sont allés dans un pays riche où ils ont accès, quand bien même ce soit les États-Unis, à plus de diversité alimentaire. Ça leur donne une chance. Et donc, ça veut dire qu'un pays qui mange bien, c'est un pays qui se développe plus. Et c'est un pays qui crée de la richesse. Et c'est un pays qui peut aussi marcher tout seul, sans nécessairement dépendre de l'aide étrangère. Et donc, voilà comment du micro-sujet qu'on peut avoir dans notre quartier jusqu'à l'économie tout entière d'un pays, la bonne nutrition, ça peut changer l'avenir d'un peuple. Merci Brieux. J'enchaîne avec Sylvie pour qu'elle nous apporte son éclairage sur le sujet. Alors moi, je suis très intéressée par ce qui se passe dans les banlieues, parce qu'ils ont plein de solutions. Il y a une inventivité qui est extraordinaire. Ils sont plutôt vertueux, contrairement à ce qu'on entend. Certes, ils ne mangent pas assez de fruits et légumes, mais ils savent qu'il faut le faire. Ils ne le font pas parce qu'ils ont des bonnes raisons pour ça. On en a évoqué quelques-unes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est avoir une démarche qui a été théorisé dans ce qu'on appelle le marketing social. Alors, marketing, ça fait toujours un petit peu peur, mais en fait, c'est utiliser les sciences comportementales pour aider les gens à avancer. Il faut arrêter de faire des injonctions, de dire « il faut faire ça ». Éduquer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aider. Donc, il faut être à côté des populations et les aider à faire les pas en avant qu'elles sont capables de faire, qu'elles sont en capacité de faire. Et il y a un autre aspect qui est extrêmement important et dont on ne parle pas souvent, c'est l'estime de soi. C'est ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, c'est-à-dire que la personne, si on lui fait comprendre qu'on a confiance en elle, qu'elle va y arriver, elle va le faire, le pas en avant. Si on lui explique qu'elle n'a rien compris, que ça fait 10 ans qu'on lui dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes et qu'elle ne le fait toujours pas, ça ne va pas l'aider. Donc, c'est être au plus près des populations et travailler avec elles, pour elles, et arrêter d'être descendant. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister au panel Cuisiner durable, réalité pour toutes et tous, rêve aux réalités. Je vous prie de bien vouloir faire, pendant qu'il quitte la scène, un tonnerre d'applaudissements pour Brieux. Merci Brieux, tu peux rejoindre le public. Un tonnerre d'acclamations pour Flore, s'il vous plaît. Qui va rejoindre Brieux. Exactement la même tonalité pour mon amie Sylvie. Merci pour l'apport. Et tu vas rejoindre bien évidemment le public. Et enfin, tonnerre d'acclamation pour le chef Hassen. Merci, merci, merci.